Pendant longtemps, je pensais que l'évitement ressemblait à quelqu'un qui ne fait rien. Que l'évitement, c'était quelqu'un qui procrastine. Que l'évitement, c'était quelqu'un qui traîne. Éviter, c'est être sur son canapé. Quelqu'un qui regarde des vidéos au lieu de faire ce qu'il devrait faire. Et puis j'ai commencé à remarquer quelque chose de bizarre. Certaines périodes de ma vie où j'évitais le plus, c'était aussi des périodes où j'étais extrêmement occupé. Je travaillais. Je réfléchissais. Je préparais. Je construisais. Je lisais. Je regardais des vidéos. Je faisais des plans. Je faisais des listes. Je pouvais remplir une journée entière. Et pourtant, certaines situations restaient exactement au même endroit. Même conversation repoussée. Même décision retardée. Même projet mis en attente. Même vérité évitée. Donc, peut-être que le problème n'est pas toujours « je ne fais rien ». Parfois, le problème, c'est beaucoup plus subtil. C'est peut-être « je fais plein de choses ». Mais pas la chose qui devrait réellement être faite. Je pense que tu connais peut-être cette sensation. Tu as une situation dans ta vie, une situation que tu sais que tu dois la gérer, tu dois la regarder. Tu sais qu'elle est là. Tu sais qu'elle mérite ton attention. Tu sais que c'est important. Tu sais même parfois exactement ce qu'il faudrait faire. Et pourtant, rien ne bouge. Les jours passent, les semaines passent, parfois les mois passent. Et la situation est toujours là. Rien n'a changé. Peut-être une conversation, peut-être une décision, peut-être un projet. Peut-être une relation, peut-être une responsabilité. Peut-être une vérité que tu préfères ne pas regarder. Et ce qui rend la situation encore plus étrange, c'est que tu n'es pas inactif. Tu continues à vivre. Tu continues à travailler. Tu continues à apprendre. Tu continues à faire des choses. Tu avances. Dans plein de domaines. Mais cette situation-là, la seule qui compte, elle reste figée. Comme si tout avançait autour, sauf elle. Et à force, une question apparaît. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible de faire autant de choses et de rester bloqué exactement au même endroit?
Parce que le problème n'est peut-être pas le manque d'activité. Le problème est peut-être ailleurs. Le problème, il est peut-être dans la relation que tu entretiens avec cette situation. Cette situation que tu vois déjà, mais que tu continues malgré tout à repousser. Il y a quelques jours, je remplissais moi-même les questions de la méthode Écart et une réflexion m'a frappé. Je fais beaucoup de choses. Chaque jour, je construis, je crée, je partage. Et parmi tout ce que je fais, je ne sais même plus distinguer les vraies actions des actions de remplacement. Je peux travailler toute une journée, je peux être productif, je peux cocher toute ma to-do list, je peux avancer sur plein de choses. Je peux avoir l'impression d'avoir fait énormément de choses. Et pourtant, la situation principale est toujours là. Exactement au même endroit. Et je trouve ça intéressant. Parce que pendant longtemps, je pensais que le problème, c'était l'inaction. Pendant longtemps, je pensais que le problème, c'était le manque de discipline. Le manque de motivation, de volonté, d'organisation, de confiance en soi. Mais aujourd'hui, je ne suis plus du tout sûr. Je pense que parfois, le problème est différent. Le problème est que nous devenons très bons pour faire autre chose. Nous devenons très bons pour rester occupés. Des experts pour créer du mouvement, pour rester agités. Nous devenons très bons pour éviter la rencontre directe avec ce qui devrait être regardé. Et ce qui est perturbant, c'est que plus tu deviens compétent dans ce que tu fais, plus ce mécanisme peut devenir sophistiqué. Tu n'évites plus en ne faisant rien. Tu évites précisément en faisant plein de choses. Des choses utiles, des choses intelligentes, qui font sens, des choses concrètes, productives. Des choses que personne ne remettrait en question, y compris toi, surtout toi. Et c'est peut-être pour ça que certaines situations peuvent rester bloquées pendant des mois, parfois des années. Non pas parce qu'on ne fait rien, mais parce qu'on devient extrêmement efficace pour faire autre chose. Quand j'ai commencé à voir ça chez moi, une question a commencé à apparaître. Une question très simple, mais étonnamment difficile à contourner. La question est très simple, mais je pense qu'elle détruit énormément de brouillard. La question est la suivante, c'est très important. Est-ce que ce que je fais me rapproche de la situation que j'évite? La question n'est plus est-ce que je suis occupé? La question n'est plus est-ce que je suis productif? La question n'est plus est-ce que je fais quelque chose? Tu fais déjà plein de choses.
La question n'est plus « est-ce que j'avance sur un projet ?» La vraie question, la seule qui compte, est-ce que ce que je fais me rapproche réellement de la situation que j'évite? Je trouve cette question intéressante parce qu'elle change complètement le regard. Imagine que tu repousses une conversation. Tu regardes une vidéo. Peut-être même cette vidéo. Est-ce que ça te rapproche de cette conversation? Probablement pas. Imaginons que tu lis un livre. Est-ce que ça te rapproche de cette conversation? Probablement pas. Tu réfléchis encore pendant 3 jours à un projet. Est-ce que ça te rapproche de la conversation? Pas vraiment. Par contre, écrire le message, proposer un rendez-vous, passer l'appel, là oui, tu te rapproches, même si c'est inconfortable, même si c'est imparfait, maladroit, même si ça fait peur. Même logique pour une décision. Tu peux comparer encore, réfléchir encore, chercher davantage, chercher encore, optimiser à l'infini. Mais à un moment, une question apparaît. Est-ce que tout cela me rapproche réellement de la prise de décision? Ou est-ce que cela me met simplement dans une situation où je reste dans une phase de réflexion, bien en sécurité? Parce que parfois, nous ne manquons pas d'informations. Nous manquons de rencontres. La rencontre avec la conversation. La rencontre avec la décision. La rencontre avec la vérité. Avec la responsabilité. Et je crois que beaucoup de confusion disparaît quand on arrête de se demander « Est-ce que ce que je fais est utile ?» mais qu'on commence plutôt à se demander « Est-ce que ce que je fais me rapproche ?» Parce qu'une activité peut être utile. Et pourtant, elle peut aussi maintenir la distance avec ce qui compte. Une activité peut être très intelligente. Et pourtant, elle maintient l'attente. Une activité peut être productive. Et pourtant, elle maintient exactement le même écart, la même distance, la même attente. Et c'est là que quelque chose devient beaucoup plus difficile à ignorer. Si certaines activités nous éloignent de ce qui devrait être regardé, alors pourquoi on continue? Pourquoi continuer à tourner autour? Pourquoi continuer à préparer, à réfléchir? Pourquoi continuer à attendre? Parce que, soyons honnêtes un instant, si la situation est visible, si le coût est bien visible, si la solution est visible elle aussi, alors pourquoi continuer? Je pense que c'est ici que les choses deviennent intéressantes.
Parce que le problème n'est pas toujours un manque de compréhension. On l'a vu. Le problème n'est pas toujours un manque d'intelligence. Non. Le problème n'est pas toujours un manque de volonté. Parfois, quelque chose résiste. Quelque chose continue à maintenir l'écart, la distance. Quelque chose continue à résister. Et ce quelque chose peut prendre différentes formes. Parfois tu repousses, parfois tu produis des raisons, des justifications, des histoires. Parfois tu protèges quelque chose, une image, une réputation, une appartenance, une idée de qui tu es. Et c'est précisément ce qui m'a conduit à une observation. La plupart des situations semblent différentes. Les raisons changent, les histoires changent, les contextes changent, même les personnes changent. Mais derrière tous ces changements, toutes ces différences, je retrouve souvent les mêmes mécanismes. Toujours les mêmes, toujours pareils. Encore et encore. Comme si le problème prenait 1000 visages différents, mais au bout du compte, il repose souvent sur quelques mécanismes très simples. Aujourd'hui, je les appelle les 3 virus qui font que rien ne change. Pas parce qu'ils empêchent de voir, bien au contraire. La plupart des gens voient déjà beaucoup plus de choses qu'ils ne le prétendent. Ils savent déjà. Le problème est ailleurs. Le problème est que ces mécanismes rendent plus difficile de faire ce qui est déjà vu. Et le premier est probablement le plus évident. Le virus d'évitement. Quand j'entends le mot évitement, je pense que beaucoup de personnes imaginent immédiatement quelqu'un qui ne fait rien. Quelqu'un qui procrastine. Quelqu'un qui repousse. Quelqu'un qui manque de discipline, de motivation, de volonté. Mais je pense que l'évitement est souvent beaucoup plus subtil que ça. Parce que l'évitement n'est pas forcément l'absence d'action. L'évitement est parfois le déplacement de l'attention. Tu sais ce qui devrait être regardé, mets ton attention par ailleurs. Tu sais quelle conversation devrait avoir lieu, mais hop, soudainement, d'autres choses deviennent prioritaires. Tu sais quelle décision devrait être prise, mais oh là là, tu as encore besoin d'un peu plus de temps. Tu sais quel projet devrait être lancé, hop, soudainement, il reste encore quelques détails à régler. L'évitement ne dit pas toujours « je ne vais pas le faire ». L'évitement, par contre, dit souvent « pas maintenant, encore un peu de temps, plus tard, demain, quand je serai prêt, quand les conditions seront meilleures, dans un meilleur contexte,
quand ce sera plus clair. Et c'est précisément ce qui rend dangereux cet évitement. Parce qu'il ne ressemble pas du tout à un refus. Il ressemble à un report raisonnable. Un report qui paraît logique, mature, responsable. Un report qui paraît prudent, intelligent. Le problème, c'est que certains reports durent des semaines, puis des mois, puis des années. Et pendant tout ce temps, la situation continue à consommer de l'attention, à consommer de l'énergie, à consommer de l'espace mental. Je pense que beaucoup de personnes connaissent cette expérience. Tu n'es pas en train de regarder la situation, mais tu n'es jamais complètement libre d'elle non plus. Elle reste là, en arrière-plan, comme un onglet ouvert dans ton esprit. Toujours là, toujours actif, toujours en attente. Et plus le temps passe, plus une chose devient étrange. Tu ne souffres plus seulement de la situation. Tu souffres aussi du fait de continuer à l'éviter. Parce qu'à force, tu sais très bien que c'est encore là. Tu sais très bien ce que tu repousses. Tu sais en plus que rien n'a vraiment changé, que ce qui compte n'a pas bougé. Et cette tension devient de plus en plus difficile à être ignorée, à être mise sous le tapis. C'est ça que j'appelle le virus de l'évitement. Pas du tout l'incapacité à voir. L'incapacité de rencontrer ce qui est déjà vu. Mais parfois le problème n'est plus l'évitement, c'est autre chose. Parce qu'à force, quelque chose commence à devenir visible. Tu sais, tu vois déjà. Tu vois d'ailleurs que la situation est toujours là, que rien n'a changé. Tu vois que le temps passe. Tu vois que rien ne change vraiment. Et pourtant, tu continues. Alors une nouvelle chose apparaît. La justification. La justification est fascinante. Parce qu'elle ne cherche pas à nier la réalité. Elle cherche à rendre l'immobilité raisonnable. Elle produit des raisons, des arguments, des explications, bien sûr en ta faveur, des délais, des scénarios où tu es souvent le héros, des analyses. Elle produit des « oui, mais… » Et plus ces explications sont intelligentes, plus elles deviennent convaincantes. Par exemple, ce n'est pas le bon moment. J'ai besoin d'être plus prêt. Je manque encore d'informations. Je vais attendre un peu. Je dois d'abord régler autre chose. Et attention, parfois ces raisons sont vraies. Je ne dis pas qu'elles sont toujours fausses.
Je dis ici, simplement, qu'une autre question mérite d'être posée. Est-ce que cette raison explique réellement mon immobilité? Ou est-ce qu'elle la protège? Parce que ce sont deux choses très différentes. Une explication peut parfois devenir un abri, un refuge, une histoire que l'on continue à raconter aux gens, à se raconter à soi, encore et encore et encore. Pour éviter quoi? Pour éviter de regarder quelque chose de plus inconfortable. Et ce qui me frappe dans tout ça, c'est que la plupart du temps, nous ne remarquons même pas que nous sommes en train de nous justifier. Nous avons l'impression d'être objectifs, neutres. Nous avons l'impression d'être lucides. Nous avons l'impression d'être raisonnables. Pourtant, si quelqu'un observait la situation de l'extérieur, il remarquerait peut-être quelque chose. Les raisons changent, mais le résultat reste identique. Toujours la même attente, toujours le même report, toujours la même situation qui revient, qui est inchangée, toujours la même distance, toujours le même écart. Et c'est là que la question devient intéressante. Si les raisons sont si solides, pourquoi la situation n'a-t-elle toujours pas bougé? Parce qu'à un moment, la qualité d'une explication se mesure peut-être moins à son intelligence qu'à sa capacité à produire un changement réel. Et parfois, cette observation est inconfortable. Parce qu'elle nous oblige à envisager une possibilité. La possibilité que certaines de nos meilleures explications soient simplement des mécanismes de maintien à l'écart, des histoires suffisamment crédibles pour nous permettre de continuer exactement comme avant. Et puis il y a probablement le virus le plus difficile à voir, parce qu'il ne concerne plus ce que tu fais, il ne concerne plus ce que tu racontes, il concerne ce que tu protèges. Pendant longtemps, je pensais que les gens évitaient principalement à cause de la peur. Aujourd'hui, je suis plus certain. Je pense que très souvent, les gens protègent quelque chose. Et ce quelque chose, c'est souvent une image, une réputation, une appartenance, une identité, une idée de qui ils sont. Parce que agir a parfois un prix. Et ce prix n'est pas toujours matériel. Parfois, le prix est psychologique. Tu pourrais dire ce que tu penses vraiment toute la journée, mais tu risques de décevoir quelqu'un. Tu pourrais quitter cette situation dès maintenant, mais tu risques de ne plus être la personne que les autres
reconnaissent. Tu pourrais changer de direction, là tout de suite, mais tu risques de devoir abandonner une image construite depuis des années. Tu pourrais reconnaître que tu t'es trompé aujourd'hui, mais tu risques de devoir laisser mourir une partie de ton identité. Celui qui sait, qui a toujours raison. Et ça, c'est beaucoup plus difficile qu'on ne le croit. Parce que nous ne sommes pas seulement attachés à nos situations. Nous sommes aussi attachés à l'histoire que nous nous racontons sur nous-mêmes. L'histoire du professionnel compétent. L'histoire de la personne raisonnable, logique. L'histoire de la personne forte. L'histoire de la personne spirituelle. L'histoire de la personne qui sait, qui réussit. L'histoire de la personne qui a le contrôle, qui maîtrise. Et parfois, ce n'est pas du tout la situation qui est protégée. C'est l'identité. C'est l'image. C'est le personnage. Alors quelque chose de très étrange se produit. Tu vois ce qui devrait être fait. Tu comprends très bien ce qui devrait être fait. Tu pourrais même probablement expliquer à quelqu'un d'autre ce qui devrait être fait. Mais tu continues à ne pas le faire. Parce que une autre question apparaît. Si je fais ça, qu'est-ce que je risque de perdre? Et parfois la réponse c'est je risque de perdre une image. Je risque de perdre une réputation. Je risque de perdre une appartenance. Je risque de perdre une identité. Et soudain, beaucoup de choses deviennent plus compréhensibles. Parce que le problème n'est plus un manque de compréhension. Le problème n'est plus un manque de volonté, de courage. Le problème est qu'une partie de toi considère encore que le coût de l'action est supérieur au coût de l'immobilité. Alors il y a protection. Alors il y a préservation. Alors il y a attente. Et alors il y a maintien. L'écart continue d'exister. Non pas parce que tu ne vois pas. Tu vois déjà, tu sais très bien. Mais parce qu'une partie de toi refuse encore d'en payer le prix. À ce stade, une erreur est facile à faire. L'erreur, c'est de se dire, bon c'est pas si grave. Je verrai ça plus tard, c'est bon. Ça peut attendre, c'est ok. Oui, parfois c'est vrai. Parfois c'est vrai que ça peut attendre. Mais souvent, le coût est déjà là, la facture est déjà présente. Simplement, c'est devenu normal. Tu t'es habitué à payer ce prix. Tu t'es habitué à ce que cette conversation traîne dans ta tête. Tu t'es habitué à ce que cette décision reste en suspens de façon permanente. Tu t'es habitué à ce que ce projet n'avance pas. Ça devient normal. Tu t'es habitué avec cette vérité que tu évites. C'est là. Alors tu ne vois plus vraiment le coût.
Tu ne vois plus ce que ça coûte. Pourtant, le coût existe. Le premier coût est l'attention. Une partie de ton attention reste juste là, juste ici, bloquée là-dessus, tous les jours. Même quand tu n'y penses pas consciemment. Quelque chose revient toujours là, parce que quelque chose reste ouvert, actif. Comme un onglet ouvert dans ton navigateur, toujours présent, toujours actif. Toujours là, en arrière-plan. Puis un autre coût évident, l'énergie. Parce que maintenir un écart demande de l'énergie. Se tenir à distance de ce qui doit être fait en permanence demande de l'énergie. Maintenir une attente demande de l'énergie. Maintenir une histoire demande de l'énergie. Se justifier sans arrêt demande de l'énergie. Maintenir une image, la protéger, la conserver, la préserver, demande de l'énergie. Tu ne dépenses pas seulement de l'énergie pour agir, tu dépenses aussi de l'énergie pour ne pas agir. Et puis un autre coût, c'est le temps. Le temps, lui, est particulier. Parce qu'au début, quelques jours où tu ne fais pas ce qui devrait être fait, quelques jours, c'est insignifiant. Puis après, quelques semaines, ça commence à peser. Et puis quelques mois s'accumulent. Et parfois, tu regardes derrière toi et tu réalises que le sujet est toujours là depuis des années. Exactement au même endroit. Enfin, il y a quelque chose de plus difficile à voir. La confiance. Pas la confiance en soi au sens habituel. La confiance dans sa propre parole. Parce qu'à chaque fois que tu dis « je vais le faire »,« je te jure, je vais le faire », et que tu ne le fais pas, quelque chose enregistre l'information. À chaque fois que tu dis « cette fois c'est la bonne, j'y vais », c'est sûr, c'est certain, et que rien ne change, quelque chose enregistre aussi. Et petit à petit, une distance peut apparaître entre ce que tu dis et ce que tu fais. Et cette distance finit par avoir un coût. C'est pour ça que je pense que la douleur ne vient pas seulement du fait que la situation existe. La douleur vient du fait qu'elle continue à exister. Bah oui, parce que tu comprends, tu réfléchis, tu sais, tu vois souvent ce qui devrait être fait, et pourtant, rien ne change. C'est ça qui finit par devenir difficile à supporter. C'est pas le problème, c'est pas la situation. C'est l'écart. Quand j'ai commencé à observer tout ça, j'ai remarqué quelque chose. Je revenais toujours aux mêmes questions. Peu importe le sujet, peu importe la situation, peu importe l'histoire, les mêmes questions revenaient. Toujours les mêmes, encore et encore. La première question, c'est celle-ci. Tu repousses quoi? Pas dans l'abstrait, pas en théorie, concrètement. Tu repousses quoi? Quelle conversation? Quelle décision?
Quel projet? Quelle responsabilité? Quelle vérité? Parce que tant que la situation reste floue, il est très facile de tourner autour. La deuxième question, c'est celle-ci. Ça te coûte quoi? Parce que chaque écart possède déjà un coût. Même si tu ne veux pas le regarder, ça te coûte quelque chose. En temps, en énergie, en stress, en relation, en opportunité. Ça te coûte aussi en argent, en attention. Le coût, il existe. Et tu en payes déjà le prix. Le coût existe souvent avant même que la personne accepte de le voir. La troisième question, c'est la suivante. Pourquoi tu continues? Et c'est ici que les choses commencent à devenir intéressantes. Parce que c'est là qu'on commence à rencontrer l'évitement pour de vrai. La justification. L'image. Ceux qui continuent à maintenir la situation. Ceux qui continuent à rendre l'écart possible. Puis arrive la quatrième question. Et peut-être que c'est la plus difficile. Qu'est-ce que tu as fait à la place? Parce que très souvent, la personne n'a pas rien fait. Elle a juste fait autre chose. Elle a surtout fait autre chose. Elle a réfléchi, elle a préparé, elle a appris, elle a créé, elle a attendu, elle s'est occupée, elle a optimisé, organisé davantage. Et parfois, cette quatrième question révèle quelque chose d'important. Elle révèle que l'immobilité n'était pas vide. Elle était remplie d'actions, d'activités, remplie d'agitation et de mouvement, remplie d'occupation. Mais pas forcément remplie de rencontres. Et c'est pour ça que j'aime ces questions. Pas parce qu'elles produisent une solution, pas parce qu'elles produisent un changement immédiat, mais parce qu'elles rendent certaines choses plus visibles. Et quand quelque chose devient suffisamment visible, il devient parfois beaucoup plus difficile de continuer exactement comme avant. Je pense qu'il existe une croyance très répandue. L'idée que le changement commence quand on trouve la bonne méthode, le bon livre, la bonne vidéo, le bon podcast, le bon outil, la bonne stratégie, la bonne explication. Pendant longtemps, j'ai cru ça moi aussi. Je pensais qu'il me manquait encore quelque chose que j'avais loupé, une compréhension, une information manquante, une clé. Et puis j'ai commencé à remarquer quelque chose. Certaines personnes savent déjà, parfois même beaucoup. Elles comprennent déjà, elles réfléchissent déjà. Elles voient souvent très très bien ce qui devrait être fait. Elles savent. Et pourtant,
rien ne change. Alors peut-être que la question n'est plus « qu'est-ce qu'il me manque encore ?» Peut-être que la vraie question, c'est « qu'est-ce que je continue à maintenir ?» Qu'est-ce que je repousse? Qu'est-ce que ça me coûte? Pourquoi je continue? Et surtout, qu'est-ce que je fais à la place? Parce que parfois le problème n'est pas du tout le manque de compréhension. Parfois le problème est simplement devenu difficile à voir. Et si cette vidéo t'a parlé, j'ai créé un diagnostic gratuit sur ce sujet. J'y présente les 3 virus qui font que rien ne change. Le virus d'évitement, le virus de justification et le virus d'image. Tu peux le trouver dans la description. Peut-être que tu y verras plus clairement sur ce qui continue à maintenir l'écart dans ta propre vie. Je te laisse avec une dernière question. Tu repousses quoi ?